Merci beaucoup Pascal Gourdon de cette invitation et de cette présentation si élogieuse. Écoutez, lorsque vous m'avez invité, vous m'avez laissé totalement libre du sujet de notre conversation de ce soir, à la condition quand même qu'il y ait un sujet polynésien. Et il se trouve que peu de temps auparavant, mon attention avait été accrochée par une décision de la Cour de cassation à Paris, et plus exactement une décision de la Cour de révision, qui était l'annulation du verdict de condamnation de Puvanaupa en 1959 à Papeete par la Cour criminelle. Or, il se trouve que les décisions d'annulation de verdict criminel, chacun le sait, il y en a très peu. Selon mes calculs, l'annulation de la condamnation de Puvanaupa est la 10e annulation de verdict criminel depuis 1945. Ou peut-être la 11e parce qu'il y a un cas qui n'a pas été répertorié et que j'avais noté en passant, le condamné est resté anonyme. Donc nous sommes dans un tout petit nombre. Mais surtout, les motifs de la Cour de cassation pour annuler la condamnation de Puvanaupa sont tout à fait remarquables et non seulement remettent en cause cette condamnation, réécrivent l'histoire de la Polynésie, mais réforment totalement la procédure même de révision des verdicts criminels. Lorsque cette décision a été rendue, donc, mon attention a été vraiment accrochée à cela. Mais je dois vous dire en toute franchise que ça n'est pas la première fois que je viens en Polynésie, c'est la 4e pour 4 affaires différentes, c'est tout à fait insuffisant pour bien connaître. Et je dois vous avouer que l'histoire même de Puvana m'était assez étrangère. Et je me suis renseigné depuis auprès de différentes personnes en France pour dire, mais, et sincèrement, peu de monde connaissait l'histoire de Puvana. Lorsque la Cour de cassation a annulé son verdict, Le Monde a publié un article qui est très bien, mais ça n'est qu'en février que la revue juridique Dalloz a publié cette fois-ci une note juridique sur le sujet qui a une forte écoute dans le monde judiciaire, juridique et des avocats. Et c'est alors que vous m'avez contacté et que je me suis dit, mais ça, c'est vraiment l'occasion de faire le point. Et venant ici, j'ai eu la chance de rencontrer Jean-Marc Regnault, fabuleux historien qui, comme je le lui ai dit, a réussi ce tour de force en tant qu'historien, de provoquer une évolution de l'histoire future. Puisque ce livre que vous avez écrit sur Puvana, sa 2e édition, Puvana et De Gaulle, date, sauf erreur de ma part, de 2016, c'est-à-dire 2 ans avant l'annulation de la condamnation. Et je dois dire que vous avez prévu cette possibilité dans des termes qui sont très justes sur le plan, bien sûr, historique, mais également judiciaire. Donc nous sommes là face à un événement qui est extrêmement important. Je voudrais citer en 2 mots ce qu'ont dit les avocats et les magistrats lors de l'audience. Vous savez que devant la Cour de révision, il est préférable d'avoir un avocat, car la procédure, c'est une affaire de professionnels. Et lors de ce second recours en révision, parce qu'on reviendra sur l'origine de l'histoire, la famille de Puvana a été assistée par un avocat à la Cour de cassation qui s'appelle Maître Emmanuel Pivnica, un excellent avocat, auquel d'ailleurs j'ai envoyé un email hier pour lui dire « Demain je ferai ton éloge, l'éloge de ton travail », parce qu'il a fait un travail remarquable. Mais écoutez bien ce qu'il a dit devant la Cour de cassation. Et il faut imaginer la Cour de cassation, et si vous allez à Paris, allez visiter, ce sont des salles d'ancien régime, le juge est à 35 mètres sur des lambis, c'est doré, c'est très très impressionnant de prendre la parole dans ce lieu. Et Emmanuel Pivnica a dit ceci à l'audience, il a dit « La condamnation de Puvana, je cite, a été une livraison de service à une commande de l'exécutif, à une commande du gouvernement. » Et l'avocate générale, c'est-à-dire la procureure de la Cour de cassation,
qui était là pour représenter le ministère public, et qui s'appelle Madame Solange Moracchini, on peut retenir son nom, a dit ceci: le procès de 1959 n'a pas répondu, je cite, aux règles du procès équitable, du procès équitable tel qu'on le comprend maintenant. Donc, à l'audience, oralement, on voit bien que l'avocat, le procureur ont mis en cause un procès politique truqué qui a été commandé par le gouvernement de l'époque pour avoir la condamnation de Pouvana pour des raisons politiques et pour l'exclure de la Polynésie. Car à l'issue de ce procès, cet homme a été condamné à 8 ans de réclusion criminelle et surtout, dirais-je, 15 ans d'exil, ce qui l'excluait dans un contexte social et politique sur lequel nous reviendrons ensuite. Bien. Et la Cour de cassation a fait droit à cette demande. Et ce recours en révision, qui était porté par le garde des Sceaux Christiane Taubira à l'époque, a permis à la Cour de cassation de statuer dans ce contexte-là. Mais curieusement, les juges sont des pragmatiques et se méfient beaucoup des déclarations de principe. Et lorsqu'on lit l'arrêt, on est frappé d'abord par sa brièveté, c'est pas très long à lire, et surtout par son caractère très concret. Il cite, il faut le dire, je sais, Monsieur Regnault, je vais froisser votre modestie, mais c'est comme ça. C'est la première fois que je vois la Cour de cassation dire nous allons statuer sur ce dossier, et notamment sur les travaux du professeur Regnault, l'historien, qui a redécouvert les archives. On verra dans quelles conditions. C'est un hommage de la justice qui a été rendu à l'historien qui est allé chercher la vérité dans les archives historiques. Et alors, la Cour de cassation, c'est très concret. Je vais vous lire, c'est très court et ça sera tout pour ce qui est des lectures. Mais c'est très important, parce qu'entre les lignes, on va voir la portée de ce qu'elle dit. Premièrement, dit-elle, les personnes interpellées qui n'accusaient pas Pouvana étaient déplacées donc, par les services de gendarmerie dans d'autres bureaux, je cite toujours, d'où provenaient des cris et des bruits de coups violents. Un témoin, un autre retraité de la gendarmerie a fait état devant les juges de la Cour de révision de pression exercée sur des personnes interpellées afin de leur faire dire que l'ordre de brûler la ville, qui était reproché à Pouvana, avait été donné par Pouvana. Donc on voit ici la Cour de cassation mettre carrément en cause l'enquête menée par les gendarmes à l'époque sur l'ordre du procureur, qui ont fait pression sur les témoins pour accuser Pouvana, mais plus encore, ont pratiqué des violences physiques sur ces personnes-là. Ça, c'est très important, et la Cour de cassation a retenu cela. Deuxième point, un autre témoin a déclaré, pour la première fois dans le cadre de l'enquête des années 2010 sur la révision, qu'elle avait fait l'objet elle-même de ces pressions alors qu'elle était, je cite, menottée dans le dos et que le juge d'instruction donnait des coups sur le bureau avec une règle en fer lorsqu'il l'interrogeait. On croit rêver. On a donc un juge d'instruction qui fait venir dans son bureau un témoin suspect, on ne sait pas trop, qui l'a fait menotter dans le dos et qui tape avec sa règle pour qu'elle change sa version et qu'elle accuse Pouvana. C'est quelque chose d'extraordinaire que ce soit passé, mais également que la Cour de cassation le dise de cette façon-là. Quand je disais elle est pragmatique, elle se méfie des déclarations de principe, d'une certaine façon, quand on se met à parler concrètement de ce qui s'est passé, c'est encore plus fort, je trouve, parce que nous avons là la réalité de cette enquête. Et puis, troisièmement, et là c'est extrêmement important dans la décision de la Cour de cassation, elle dit ceci. Les gendarmes s'étaient présentés au domicile de ses parents, et alors de qui parle-t-il? D'une témoin. De ses parents, alors que sa mère, en balayant la cour, avait ramassé, alors c'est au domicile de Pouvana, pardon, je crois, sa mère, en balayant la cour de chez M. Pouvana, avait ramassé le matin même de l'arrestation une bouteille d'essence qui avait été placée à cet endroit volontairement.
Or, les gendarmes, quand ils arrivent, avaient soulevé les feuilles exactement à l'endroit où la bouteille avait été trouvée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gendarmes, d'après la Cour de cassation, ce n'est pas moi qui invente, ont délibérément truqué la scène de crime, comme on dit, en plaçant une bouteille d'essence pour constituer une preuve à son encontre. Or, le fait est que, eh bien, cela a été balayé, ils ne l'ont pas retrouvé, mais ils sont allés à l'endroit même où cette bouteille. Autrement dit, c'est un trucage. C'est extrêmement grave. Quatrièmement, en ce qui concerne le délit de détention d'armes, car Pouvana était accusé d'avoir incité ces hommes à mettre le feu à la ville et d'avoir détenu illégalement des armes. Chacun sait que, eh bien, certains groupes étaient armés, et cela est très très bien décrit dans votre livre, Monsieur Regnault. Et il est dit ici que là, le délit de détention d'armes sans autorisation suppose que son auteur ait eu effectivement connaissance de la détention de ces armes. Or, dit la Cour de cassation, il existe des faits nouveaux et des éléments inconnus de la juridiction lors du procès de nature à créer un doute sur la culpabilité de Pouvana. Autrement dit, la Cour, ici, elle dit qu'il n'est pas prouvé que Pouvana ait été conscient de ce que ces hommes aient pu être armés. On restera un petit peu plus dubitatif sur cette appréciation, mais c'est intéressant parce qu'on voit ici qu'en vérité, les juges ont vraiment voulu annuler cette condamnation et ont dû motiver cette annulation par la survenance, disent-ils, de faits nouveaux qui... Vous avez un problème de prise de son? Bon, ça va? Bon. Il fallait justifier la survenance de faits nouveaux pour prendre cette décision de condamnation. Alors, ça, c'est l'aboutissement d'un très long chemin. Et il faut bien comprendre que cette décision de révision n'était absolument pas garantie. C'est l'issue d'un long combat dont l'issue n'était pas certaine. Ce qui veut bien dire que ceux qui mènent ces actions-là doivent avoir ancré en eux une détermination, une volonté d'y arriver, alors qu'on n'est absolument pas garanti d'avoir gain de cause au final. Parce que Pouvana a été condamné, c'était donc en 1959, il a toujours contesté sa culpabilité. Toujours. Bien. On reparlera tout à l'heure des conditions politiques de ce procès. Je voudrais, moi, parler de ce procès-là et de la manière dont on est parvenu à cette révision pour bien nous poser la question que vous vous posiez tout à l'heure, Pascal Gourdon, qui est de savoir, mais si aujourd'hui, dans un contexte politique agité, eh bien, l'administration, l'État voulait faire un procès à quelqu'un dans ces conditions, est-ce que ça serait possible? Ou est-ce que les citoyens aujourd'hui sont davantage protégés contre l'arbitraire? C'est ça le sujet qui me semble extrêmement intéressant. Bon. Il est condamné, il est exilé, il sera libéré, je ne sais plus exactement combien de temps il a passé en prison, mais il va rester longtemps exilé. Dans le centre de la France, assez malheureux, dans une maison de retraite, dépourvu de moyens. Moi, ça m'a fait penser cette histoire à Toussaint Louverture. Toussaint Louverture, c'était le général antillais qui, pendant la Révolution, avait voulu revendiquer l'indépendance des Antilles. Bon, jusqu'au moment où Bonaparte en a eu assez, il l'a fait arrêter, il l'a expédié au Fort de Joux, dans le Jura, où le pauvre Toussaint est mort de froid et de faim. C'est un peu la même chose avec d'autres méthodes ici. Voilà Pouvana Oupa qui se retrouve en France, tout seul, et qui attend. Bon. Eh bien, il rentre ultérieurement à Papeete. Il y a eu un adoucissement des conditions de sa peine. On parlera de la façon dont le pouvoir politique a organisé tant son procès que de son retour à Tahiti. Et le voilà qui reprend un peu d'activité politique et qui sera même élu sénateur, une nouvelle fois à 71 ans. C'est la combativité de cet homme qui l'a maintenu en vie de cette façon-là. Mais il avait toujours en lui l'amertume d'une condamnation injuste. Et c'est quelque chose qui est très important, ça. C'est d'être à l'écoute des gens qui ont été condamnés, que tout pouvait accuser.
et qui sont seuls à dire qu'ils sont innocents, et il faut que des avocats, des historiens, d'autres personnes les écoutent. C'est peut-être pas crédible, c'est pas apparent, c'est pas évident, et il faut les écouter. Sauf que réviser une condamnation pénale, c'est extrêmement difficile. Je vous disais, 10 cas, il est le 10e. Et selon la loi, surtout à l'époque, il fallait un fait de nature à prouver l'innocence. Il y a eu différentes réformes au fil des années, la loi a changé, il fallait prouver des faits de nature à douter de la culpabilité. C'est déjà plus la même chose, hein. Prouver l'innocence, douter de la culpabilité, c'est plus la même chose. Mais toujours est-il qu'il fallait constituer un dossier avec des preuves nouvelles. Mais quelles preuves? Quelles preuves? Et pour les avocats ici qui ont déjà essayé ce type de recours, c'est très difficile. Parce que les juges ont toujours été très soucieux de ce qu'ils appellent l'autorité de la chose jugée, et on ne revient pas sur un verdict. C'est comme ça. Bon. Et ce qui explique le faible nombre de révisions. Jusqu'à il y a peu de temps, le fait que le procès n'ait pas été équitable, franchement, ça n'était pas un motif du tout de révision. Je vais prendre un exemple. Il y a une célèbre affaire criminelle qui s'appelle Miss et Thienot. Miss et Thienot sont deux hommes qui, en 1945-46, donc juste après la Deuxième Guerre mondiale, ont été accusés du meurtre d'un garde-chasse. Et à l'époque, une cour d'assises les a condamnés à 15 ans de prison. Et ils ont toujours contesté, protesté de leur innocence. Et après leur condamnation, on a pu établir que les gendarmes, et ne voyez pas dans mon propos une hostilité systématique contre les gendarmes ou les policiers, c'est pas ça. Mais tout pouvoir porte à l'excès de pouvoir, hein, et c'est comme ça. Bon, eh bien, les gendarmes les avaient frappés, mais on peut même dire torturés à ce moment-là. Bon, pour arracher des aveux qu'ils ont tout de suite rétractés. Miss et Thienot ont présenté 4 requêtes en révision qui toutes les 4 ont été rejetées, jusqu'à pas longtemps la dernière. Ici, les choses ont considérablement évolué et c'est une évolution qu'il faut bien retracer. Donc jusqu'à présent, il fallait prouver l'innocence, amener des preuves nouvelles de nature à faire douter de la culpabilité, un nouveau témoin, une nouvelle expertise. C'était extrêmement compliqué. Et la bascule s'est faite un petit peu plus tard, c'est-à-dire en 2014, où la Cour de cassation a un petit peu évolué à l'occasion d'une sale affaire. Il s'agissait d'un homme accusé de viol sur son petit-fils. On est dans ce qu'il y a le plus grave dans les procès de cour d'assises. Cet homme est condamné en première instance, il est condamné en appel, et après, alors qu'il est définitivement condamné, son petit-fils vient dire « mais j'ai menti, j'ai inventé ». Il y a une enquête qui est menée pour savoir si cette rétractation elle est spontanée ou commandée, etc., conditionnée, c'est normal. Et il va se trouver qu'en fait, c'est spontané. Et donc là, moi, je suis intervenu au niveau de la Cour de révision en présentant les choses différemment et en disant en fait, le problème, c'est pas tellement de savoir si la personne condamnée l'a été à tort ou à raison, c'est-à-dire s'il était vraiment coupable ou vraiment innocente. Après tout, est-ce qu'on peut vraiment le savoir? Le vrai sujet, c'est de savoir si avec cette preuve nouvelle, en l'occurrence la rétractation d'une accusation, le verdict aurait été le même si les juges qui l'ont prononcé avaient eu connaissance de cette preuve-là. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que le sujet n'est pas tellement d'avoir un doute sur la culpabilité du condamné, mais d'avoir un doute sur le verdict de culpabilité. Si la cour d'assises avait connu ces éléments de preuve nouveaux, est-ce qu'elle aurait rendu le même verdict? Vraisemblablement non. Et donc les choses déjà, là, ont beaucoup évolué pour les juristes. C'est un arrêt du 18 février 2014. Je vous donne le numéro de pourvoi pour le trouver sur Légifrance. 13-85-286. Donc c'était une avancée déjà
tout à fait intéressante et qui rejoignait, je le précise toujours pour les juristes, le statut de la Cour pénale internationale, parce que le statut de Rome qui prévoit son fonctionnement, à l'article 84, prévoit exactement ceci: la révision d'une condamnation peut être sollicitée lorsque le fait nouveau, s'il avait été établi lors du procès, aurait vraisemblablement entraîné un verdict différent. On voit ça, c'est très important, et tout d'un coup, on voit se décrisper la justice et comprendre, et je vous dirai tout à l'heure pourquoi elle a compris que la justice pouvait commettre des erreurs judiciaires et qu'il fallait donc des recours pour y remédier. On l'a vu se décrisper sur ces questions de recours en révision. Vient l'affaire Pouvana. L'affaire Pouvana, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, s'ouvre d'une manière bien différente, parce que quand on lit la motivation que je vous ai rappelée tout à l'heure, finalement, les juges qui ont mené l'enquête, les gendarmes qui ont mené l'enquête sur l'enquête dans les années 2010, ils sont allés relire tout le dossier, peut-être accéder à des archives et notamment aux travaux d'historien de M. Regnault, et puis ils sont allés interroger des témoins très âgés, plus de 40 ans, qu'est-ce que je dis, 50 ans après. Et chacun sait que la mémoire s'efface et que le témoignage est plutôt moins fiable longtemps après que plus fiable. Donc était-ce vraiment des éléments nouveaux en soi? Peut-être, mais ce qui est certain, c'est qu'en fait, les juges ont décidé que lorsqu'après une condamnation, il était établi que cette condamnation avait été obtenue à l'issue d'un procès inéquitable, à l'issue d'une enquête truquée, à ce moment-là, il fallait annuler le verdict. Parce que ce n'était pas possible de maintenir un verdict obtenu par la fraude, de manière illégale, voire par la violence. Ce qui a été le cas pour Pouvana, et pire encore sur commande politique. C'est extrêmement fort, cela. Et ça n'est pas qu'en France que ça se passe. Parce que moi qui suis bien la jurisprudence, c'est mon métier, vous m'excuserez, chacun se distrait comme il peut, je lis aussi la jurisprudence de la Cour suprême américaine. Et c'est extrêmement intéressant parce que c'est une autre logique juridique, une autre culture. Mais il se trouve que en 2017, et plus exactement le 6 mars 2017, la Cour suprême des États-Unis, qui n'est pas connue pour son laxisme, si vous voulez, eh bien, a rendu une décision très intéressante dans une affaire Pena-Rodriguez contre Colorado du 6 mars 2017. Pour les juristes que ça intéresse, et vous allez sur le site de la SCOTUS, comme on dit, c'est le numéro 15-606. Et pour la première fois, la Cour suprême américaine a jugé que, et vous savez que là-bas, les jurés populaires délibèrent tout seuls, entre eux, sans présence de juges professionnels, ce qui change un peu la donne. Parce que dans l'équation américaine, où il y a beaucoup de discrimination sociale, ethnique, raciale, le sujet s'est posé d'une délibération viciée par la discrimination ou le racisme. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans l'affaire Pena-Rodriguez. Un juré, après la condamnation de cet homme, est allé voir le procureur pour lui dire « mais les 11 autres jurés qui étaient avec moi n'ont pas cessé de dire il était mexicain, donc il est coupable et on va lui mettre double dose ». Et la Cour suprême a cassé ça. Et donc, on est bien dans un mouvement où on se rend compte que c'est pas possible, au nom d'une fiction juridique de la chose jugée, de maintenir valables des verdicts qui ont été obtenus d'une façon viciée, d'une manière ou d'une autre. Donc, cette annulation de la condamnation de Pouvana est vraiment une avancée très très forte. Et comme je vous le disais tout à l'heure, ce qui m'a retenu au premier abord, c'est ça. On est tout d'un coup au-delà même de la jurisprudence antérieure sur la révision des condamnations, au-delà du doute sur la culpabilité de l'accusé, au-delà du doute sur le verdict de culpabilité, on est sur la mise en question du procès équitable. Et si on apprend que le procès n'a pas été équitable, on annule le verdict. C'est tout à fait remarquable et, comme je vous le dis, ça n'était pas prévisible. Donc le combat de ceux qui ont porté ce recours est d'autant plus remarquable que rien ne les garantissait de ce résultat. Et ça, c'est très fort.
Alors bien sûr, quand on mène de telles actions, ce n'est pas un moteur qu'on met en marche et ça tourne tout seul. Il y a un concours de circonstances, il faut des personnalités qui interviennent, il ne faut pas caler au premier échec, il faut recommencer ce travail. Et c'est ça qui est admirable. Il y avait eu un premier recours en révision au début des années 2000, hein, je me tourne vers les... En 88, excusez-moi, je me tourne vers les spécialistes de l'histoire, qui avaient été portés par des avocats, qui les avaient défendus, mais comme c'était à l'époque. Et donc, ils n'avaient pas dans les mains de preuves nouvelles, c'est tout ce que l'on peut dire. Et par conséquent, ce recours a échoué. Il se trouve, et c'est très important, que M. Regnault a obtenu à un moment donné, en 2012, l'ouverture des archives de l'époque, accordé par le président qui était Nicolas Sarkozy. Bon. Et on voit ici que sur les questions judiciaires, on est bipartisan, comme disent les Américains. Hein. C'est très intéressant quand même, parce que Nicolas Sarkozy va ouvrir les archives et d'après ce que j'ai lu, il dit à ce moment-là, écoutez, on me parle de cette affaire, on ouvre les archives et puis ça donnera ce que ça donnera. Il y a des preuves, il n'y en a pas, moi j'en sais rien. La justice fera son travail. Donc les choses se mettent en place et le problème c'est que les descendants directs, Pouvana était décédé en 1977 et la loi de l'époque faisait que personne ne pouvait présenter un recours en révision sauf le ministre de la Justice. Bon, donc les choses ont été très difficiles, hein, si je comprends bien, à obtenir, jusqu'à Christiane Taubira, qui, par sa sensibilité guyanaise, indépendantiste, a considéré qu'il fallait avoir un œil attentif à cela. Mais attention, sans complaisance, hein, sans complaisance. Elle a été une ministre de la Justice extrêmement rigoureuse, et sa démarche a été la même. Est-ce que, oui ou non, il y a un sujet, une discussion? Est-ce qu'au-delà même d'éléments de preuves nouveaux, nous avons des preuves sur le trucage du procès, sa manipulation politique à des fins inavouables quand même? Et c'est ainsi qu'elle a décidé de saisir la Cour de révision, qui a donc rendu cet arrêt au terme de l'audience dont j'évoquais les termes, les propos tenus tout à l'heure. Donc c'est un très très long combat remarquable qui a fait avancer le droit, réparer la mémoire de l'histoire de la Polynésie, de ses relations avec l'État français de l'époque, notamment sur le fait nucléaire, parlons-en tout à l'heure, hein. Mais je voudrais, pour ma part, poursuivre sur la procédure pénale, les garanties que la loi offre aux gens dans la République française face à la justice. Et ça me semble très important de le souligner. La question c'est, est-ce qu'un tel crime judiciaire pourrait être commis à nouveau aujourd'hui? On vit des temps troublés, hein. Bon, je ne parle pas spécialement des Gilets jaunes, c'est une manifestation populaire qui s'épuisera le moment venu. Mais on vit des temps troublés et qui seront peut-être plus troublés encore à l'avenir. La question, c'est celle de l'état de droit, de la liberté de penser des gens, d'avoir leurs opinions politiques, religieuses, etc., de mener des actions politiques, sociales, sans se faire accuser, sans se faire embastiller. C'est ça le problème. Est-ce que ça pourrait se reproduire ou pas? Alors, personnellement, je suis, optimiste mais pas naïf. Je pense que notre état de droit s'est considérablement amélioré, mais que, d'une certaine façon, on peut très très vite régresser dans l'histoire, hein. On peut très très vite régresser en matière de liberté publique notamment, et que rien ne nous garantit que lors de prochaines élections, eh bien, on ne se retrouve pas avec un régime autoritaire pour lequel les libertés, non, il vaut mieux de l'ordre, hein. Bon. Donc chacun pense ce qu'il veut, bien entendu. Mais moi, je me fais l'avocat de l'état de droit et d'un système judiciaire qui défende les libertés des uns et des autres. Et qu'est-ce qui me fait dire que je pense que les choses seraient différentes? Il y a des réformes qui sont intervenues récemment, des évolutions qui sont significatives et qui sont vraiment effectives. D'abord, depuis 2011, il y a la possibilité pour toute personne arrêtée par la police, auditionnée par la police ou la gendarmerie, d'être assistée par un avocat. Et c'est pas rien. Et je peux vous dire que c'est utile. C'est utile pour les gens qui sont auditionnés,
mais également pour les officiers de police. Parce que pour eux, c'est la garantie, il y a un tiers présent, il est là, et s'il y avait des violences verbales, voire physiques, il le dirait. Et s'il ne le dit pas, c'est qu'il n'y en a pas eu. Donc il faut bien prendre conscience que l'avocat, il est un peu caution du système. Mais ça, il faut bien prendre conscience que dans un état de droit qui fonctionne, l'avocat participe au système judiciaire. Je dis ça parce qu'on a des souvenirs de défense de rupture où l'avocat est contre le système. Pardon, c'est un peu obsolète, il faut avancer et voir les choses un petit peu différemment. Mais la présence de l'avocat en garde à vue, c'est très, très, très important. Et je dois vous dire, c'est aussi la présence de l'avocat en audition dite libre, c'est-à-dire sans garde à vue, sur des personnes susceptibles d'être suspects sans plus. En revanche, les simples témoins n'ont pas d'avocat. Mais ça, c'est comme ça. Ils n'ont pas d'avocat parce qu'ils ne sont pas suspects. Et cette présence d'avocat a fait que, je l'ai remarqué, ça va faire donc 8 ans que ça fonctionne comme ça, il s'est établi une relation entre les avocats et les policiers et les gendarmes. Et une relation positive, un partage de culture, de pratiques professionnelles. Et pour bien connaître les policiers et les gendarmes, autant je disais, et je les mettais en cause dans l'affaire Pouvana, autant maintenant, je peux vous dire que parmi les fonctionnaires, il y a de très nombreuses personnes qui sont extrêmement sensibles et attentives au respect des libertés publiques et qui n'accepteraient pas forcément de se prêter à un montage politique comme celui-ci. Pour les juristes, il y a dans le Code de la sécurité intérieure, qui est le code pour les services de renseignement policier, une disposition qui prévoit qu'un policier peut être lanceur d'alerte. S'il constate des illégalités commises par ses supérieurs sur une personne dans une affaire, il peut saisir ce que l'on appelle la CNCTR, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Et c'est pas rien, c'est quelque chose qui est récent, il y a un statut, un fonctionnaire de police a le droit, et on peut dire le devoir de dénoncer des illégalités dont il serait le témoin. Deuxième progrès qui est, à mon avis, extrêmement important, c'est la police scientifique. C'est un progrès qui est considérable et qui ira croissant. L'ADN, la téléphonie font que on peut savoir ce qu'ont fait les personnes. Bref, nous sommes tous traçables. Alors on dit c'est la surveillance de mal et c'est un mal. Oui, évidemment, ça pose d'énormes questions. C'est une certitude. Mais à chaque chose, vous savez, il y a son contraire. Et d'une certaine façon, en termes judiciaires, la police scientifique fait que si quelqu'un est condamné aujourd'hui, c'est avec beaucoup plus de certitude qu'il y a 20 ans, 30 ans ou 40 ans, où tout le procès criminel, il était de savoir si monsieur un tel, là, tel soir, dans l'ombre de la rue, avec un coup dans le nez, avait bien reconnu l'accusé, c'était lui ou pas. Bon, je veux dire, les témoins étaient complètement variables, ça n'était absolument pas fiable, et des condamnations étaient prononcées de cette façon-là. Bon, donc la police scientifique permet quand même d'évacuer beaucoup d'hypothèses policières et renforce considérablement ce que l'on appelle la sûreté des personnes. C'est l'avantage de ce problème majeur qu'est la surveillance de masse, dirons-nous par ailleurs. Ensuite, nous avons quelque chose d'essentiel qui est l'organisation des principes d'indépendance de la justice et d'impartialité des juges. On a dans l'affaire Pouvana des choses absolument extraordinaires. En termes d'impartialité, nous avons le président de ce que l'on appelait la chambre d'accusation, c'est-à-dire, comme son nom l'indique, dont la fonction était d'accuser, qui se retrouve président de la cour criminelle. Je ne me trompe pas. C'est-à-dire que le juge d'instruction a été le juge tout court. Ce qui est plus qu'une incongruité, c'est une hérésie, c'est absurde. Bon, et par conséquent, c'est quelque chose qui est absolument impossible aujourd'hui. Mais nous avons, et votre livre, Monsieur Regnault, est très fort là-dessus, toutes les directives données par le pouvoir politique, le gouvernement, au procureur local pour faire ci, pour faire ça, etc. Et là, c'est quelque chose qui est très actuel. C'est-à-dire que la question est de savoir si aujourd'hui la justice est indépendante du pouvoir politique. Alors, je vais vous dire que d'abord c'est très récent et que paradoxalement, ça ne fait pas du tout l'unanimité. Donc pour faire court, en fait, nous avons un système judiciaire qui a été construit par Napoléon, homme d'État, vision d'État, et qui a décidé de mettre en ordre la justice, comme toute l'administration française après la Révolution.
Bon, l'ancien régime ayant été détruit, il fallait reconstruire un État moderne. Et tout a été construit sur un modèle préfectoral, donc les préfets pour l'administration des départements, mais les procureurs généraux et les procureurs de la République qui dépendaient directement du ministre et devaient exécuter tous ses ordres. Autrement dit, on peut dire que les procureurs étaient des préfets judiciaires, d'accord ? Bon. Et il était très fréquent que les ministres de la Justice donnent des ordres. Si ça vous intéresse, vous lisez les mémoires de Jean Foyer, éminent professeur de droit, qui a été le garde des Sceaux du général de Gaulle de 1962 à 1968. Si vous voyez, à l'époque, il fallait s'accrocher. Et ces mémoires s'appellent, le titre est très poétique, Sur les chemins du droit avec le général. Et il raconte qu'il était dans son fauteuil place Vendôme et il téléphonait au procureur. Un tel en garde à vue, un tel vous levez la garde à vue. C'est fabuleux quand même. Donc le ministre était le chef des opérations judiciaires. Mais on comprend qu'en période politique troublée, mais on fait n'importe quoi. On embastille ses adversaires politiques et c'est ce qui s'est produit avec Pouvana. Alors pendant longtemps, on a trouvé ça complètement normal, jusqu'à la grande période des affaires politico-financières des années 1990. Et là, nous ne sommes pas entre nous, mais je vais le dire comme je le pense. Pendant les périodes notamment de cohabitation, il y a une instrumentalisation des parquets pour faire tomber ses adversaires politiques sur des histoires de costumes, de frais, etc., de comptes suisses. Et c'est ainsi que les choses se sont faites. Donc à un moment donné, ça passait plus, quoi. Et c'est ainsi qu'en 2004, il y a une première réforme pour dire il faut que les ordres du ministre soient au dossier, pas dans les archives secrètes, au dossier. Mais le ministre pouvait toujours donner des directives. J'ai le souvenir très précis de Dominique Perben, qui a été un garde des Sceaux très actif, très influent, qui a une vraie pensée judiciaire, hein, un homme de droite qui pensait les choses comme ça. On est en 2003, il y a une jurée, le deuxième jour de son procès, elle vient voilée. Et donc déjà à l'époque, ça remonte à 15 ans, c'était un vrai débat. Et que fait le président de la Cour d'assises et l'avocat général de la Cour d'assises? Il téléphone au ministère. Qu'est-ce qu'on doit faire? Et le ministre lui-même dit il faut la récuser. Et Perben prend la parole dans les médias et dit au nom de la laïcité, je demandais à ce que cette jurée soit récusée. Ça n'a pas fait de discussion du tout. La seule discussion était de savoir s'il fallait des jurys avec la diversité sociale ou pas. Mais que ce soit le ministre qui donne l'ordre, pas de problème. Bon, ça n'allait plus en vérité, et c'est en 2013, et c'est important parce que c'est Christiane Taubira qui a porté cette réforme également, une loi a été votée pour interdire toute directive du ministre au procureur. Et là, pour moi, c'est quelque chose de très important pour l'avenir, parce que si le gouvernement n'a plus le pouvoir de donner des ordres au procureur, pour moi, c'est une garantie que nous ne soyons pas livrés à un arbitraire politique, notamment dans une période troublée. Il se trouve que ça fait débat, parce que, et quand là je vais faire le partage gauche-droite, c'est pas parce que je suis à gauche ou à droite, c'est parce que j'observe le discours politique sur la justice. Les Républicains ou le Rassemblement national, donc à droite, ont des programmes judiciaires très construits, hein, très pensés. Et il est très clair que pour eux, reprenant le pouvoir, il faudra supprimer cette loi de 2013 pour que, comme autrefois, le pouvoir politique reprenne la main sur les procureurs. Hein, ça, c'est important. Et pourquoi est-ce que notre État de droit a avancé? C'est parce que nous avons un Conseil constitutionnel maintenant que l'on peut saisir, nous les citoyens, de lois que nous considérons comme inconstitutionnelles. Et des magistrats avaient saisi le Conseil constitutionnel de la question de l'indépendance des procureurs et, toute modestie mise de côté, m'avaient demandé de les représenter au Conseil constitutionnel. Et donc j'ai plaidé, il y avait Laurent Fabius, Lionel Jospin, Michel Charasse, c'est pas très agréable, c'est assez froid si vous voulez. Et le Conseil constitutionnel, très classique, a validé la loi dans son ensemble, mais a dit une chose qui est très importante: il existe un principe constitutionnel d'indépendance des procureurs dans la conduite des affaires judiciaires, hein, de l'action publique, comme on dit techniquement. Et pour moi, c'est extrêmement important parce que ça veut dire que si la droite revient au pouvoir, et ça c'est le jeu démocratique, hein, si elle veut abroger cette loi de 2013, à mon avis, le Conseil constitutionnel pourra dire que ça n'est pas constitutionnel. Alors on pourra dire qu'on tombe dans le gouvernement des juges, oui, mais en même temps, moi ce que je pense, c'est que la liberté et la sûreté des uns et des autres, c'est une affaire juridique.
plus qu'une affaire politique, et c'est donc une affaire de juge. Et donc, ici, nous avons considérablement progressé dans les textes, dans la structure de notre système judiciaire, mais également dans la culture des uns et des autres. Moi, je travaille beaucoup avec les magistrats, je vais souvent à Bordeaux à l'école de la magistrature, ou à Paris ou une autre école de la magistrature, et je vois des procureurs, je vois des juges, et il y a dans leur culture la volonté d'être indépendant et impartial. Alors je sais, ça peut prêter à discussion, à papeter ici les uns et les autres en lisant la presse ou en allant au tribunal, on peut se dire mais le procureur est-il impartial, est-il indépendant? Toute pratique judiciaire doit être questionnée tout le temps, tout le temps. Mais moi je vous dis qu'il y a un progrès qui est considérable et je pense que si demain un gouvernement disait tel adversaire politique, on lui fait un faux procès, on lui met 8 ans plus 15 ans d'exil, ça ferait débat, très sérieusement, hein, très sérieusement. Il y a encore d'autres motifs pour se dire que nos libertés, notre sûreté au sens de garantie contre l'arbitraire hein, du politique, a évolué. C'est une loi récente également sur la motivation des verdicts criminels. Jusqu'à 2011, les cours d'assises ne motivaient pas leur verdict. Et la condamnation de Pouvana ou pas, elle n'est pas motivée. Hein. À l'époque, le débat s'est tenu de savoir si au gouvernement, hein, son procès devait avoir lieu à Papeete ou en France. Hein. Et donc, on a des échanges de correspondance pour dire si c'est en France, il y a un risque d'acquittement, donc on va le juger à Papeete. Vous voyez, l'impartialité de la justice, c'est remarquable. Où est-ce qu'on va le juger? Là où il a le plus de chances de se faire condamner. Super. Eh bien, il a été décidé qu'il soit jugé à Papeete et sans motivation. 4 jurés ont décidé en leur intime conviction qu'il était coupable, point terminé. Est-ce que c'est sûr? Est-ce que c'est une bonne garantie? Ben là aussi, ça a beaucoup fait débat. De nombreux magistrats, profs de droit disaient « mais c'est la souveraineté populaire, elle ne doit pas rendre de compte, etc. » Ah bon? Nous, on a obtenu dans une affaire, l'affaire Agnolet, de la Cour européenne des droits de l'homme, la condamnation de la France parce que cet homme-là avait été acquitté puis condamné sans motif. Et la loi a changé en 2011 et elle a prévu que les verdicts criminels soient motivés. Ce qui est extraordinaire, c'est que moi qui suis un type classique, je ne crois pas trop aux réformes sur le coup. Et je suis tout surpris quand elles fonctionnent. C'est le cas pour la loi de 2013 sur l'indépendance des procureurs. C'est le cas pour la motivation des verdicts de cour d'assises. Je pensais que ça serait purement cosmétique, si vous voulez. Et pas du tout. Il y a une cour de cassation qui contrôle la légalité des verdicts, qui a annulé de nombreux verdicts, et pourtant dans des affaires très graves, parce que la motivation elle était insuffisante ou elle était contradictoire. Alors pour condamner rationnellement Pouvana, il fallait quand même aligner quelques preuves. Hein. Eh bien, quand on a aligné ces preuves, la Cour de révision a dit que c'était insuffisant. Et je pense qu'à cet égard, la motivation des verdicts de cour d'assises, c'est quelque chose d'absolument essentiel et qui n'est plus discuté par personne aujourd'hui. Comme quoi on peut véhiculer des traditions dans tous les domaines, y compris judiciaires, en se disant « mais c'est comme ça ne peut pas être autrement ». Une réforme passe et on se dit, bah évidemment, c'est ça la modernité et c'est beaucoup mieux comme ça. Donc cet ensemble de réformes judiciaires me semble tout à fait importante. Et moi, je le dis, je fais ce métier d'avocat depuis plus de 30 ans, avec un esprit contestataire qu'ont beaucoup les avocats. Hein, bon. Mais j'ai appris à travailler de manière positive avec l'institution judiciaire et ça me semble possible aujourd'hui parce que ce système judiciaire a atteint un certain niveau. Donc je ne suis pas négatif à critiquer. Vous savez, c'est beaucoup plus difficile de dire du bien de quelqu'un ou de quelque chose que d'en dire du mal. Hein. Bon, et donc il faut le faire de manière construite. Il y a une dernière chose qui me semble très, très importante aussi, c'est la liberté de la presse. Bon, parce qu'on peut ne pas aimer la presse, les journalistes, sauf que sans presse, sans journaliste, ce n'est pas une démocratie. C'est pas compliqué. Et je pense qu'à l'époque, Pouvana n'a pas eu la protection, le secours d'une presse critique, d'une presse libre. Bon, et ça, c'est quelque chose qui est important. Aujourd'hui, on peut dire en France que la presse est assez libre.
Pascal Gourdon disait gentiment que j'étais l'un des avocats du monde, ça c'est vrai, mais on est plusieurs, hein, voilà, et on mène des actions. Moi, je m'occupe de journalistes qui ont été surveillés, espionnés, soit par les services de renseignement. On a eu la condamnation de M. Squarcini, ancien patron des services secrets, pour avoir espionné des journalistes du Monde, d'accord. Et les tribunaux l'ont condamné à une peine d'amende, mais on ne voulait pas sa mort non plus, hein, c'est pas le sujet, simplement qu'il soit clairement dit qu'on n'avait pas le droit d'espionner des journalistes ou des procureurs de la République. Il y a eu un procureur comme ça qui a été limogé pour avoir eu des pratiques totalement anormales. Et qui procède à ça? Les tribunaux, le ministère de la Justice veille à ce que la presse soit libre. Et là aussi, je dois vous le dire, hein, ça n'est pas quelque chose de communément admis. Il y a un courant de pensée maintenant qui monte et qui, on verra avec les élections prochaines présidentielles, où il faudrait revenir sur ce qu'on appelle le secret des sources. Il faudrait arrêter de protéger le secret des sources. Ça, c'est vrai que le secret des sources est sacrément bien protégé. Mais si vous supprimez le secret des sources, il n'y a plus de sources. Et donc, il n'y a plus que l'information officielle. Ça, c'est pas compliqué. Vous savez que la plupart des informations sensibles, qui les donne? À mon avis, ce sont des personnes soumises au secret professionnel, hein, qui décident qu'il le faut parce que c'est utile, et elles exercent parfois des fonctions d'autorité, et elles décident qu'il faut néanmoins informer la presse de ce qui peut se passer. Imaginez l'affaire Pouvana aujourd'hui. Donc il y aurait des tractations au ministère, on donnerait des ordres à la police avec toute une chaîne de commandement, mais moi je vous dis qu'à un moment donné, quelqu'un dirait non et donnerait le tuyau à la presse. Hein, et ça s'appelle des sources. Et c'est pour ça qu'il faut le secret des sources. Je parlais tout à l'heure d'une procédure de lanceur d'alerte dans la police, c'est une chose, et là c'en est une autre, il s'agit de saisir la presse. Et nous avons, pour protéger la presse, la Cour européenne des droits de l'homme qui a énormément développé le statut des journalistes, et depuis, la Cour de cassation française a totalement intégré cette façon de voir. Donc la presse, moi, je pense que c'est un outil, une garantie absolument remarquable dans une société démocratique pour dénoncer les abus de pouvoir, dénoncer les injustices telles que celles de Pouvana. Parce que derrière cette condamnation injuste de Pouvana, bon, eh bien, il y a beaucoup d'enjeux, hein. Je ne connais pas assez bien la Polynésie, on en parlera, on va faire un débat, hein, mais je pense que peut-être il y a eu tout un temps de latence où il est un peu tombé dans l'oubli, et puis c'est revenu parce que les choses ne passaient pas, et ça rentre dans le débat public. Et maintenant, il a été clairement dit qu'il y a eu une manipulation de sa condamnation par le pouvoir politique de l'époque. C'est important parce que les peuples, les sociétés ont besoin d'avoir une mémoire saine et pas viciée, truquée. On ne peut pas vivre dans le mensonge, ça c'est pas possible. Et donc il faut la vérité historique. Et moi je salue le travail des historiens qui, comme des laboureurs, labourent sans relâche un champ pour exhumer des faits inconnus, des archives, les décaper des idées reçues, des vérités officielles pour dire c'est ça la vérité. Et ça permet de dire les choses comme cela, hein. Il y a eu, pour ce qui est de la Polynésie, sur cette condamnation, une politique nucléaire dont je voudrais qu'on parle après, qui pose débat quand même, parce que cette politique a été construite sur la base d'une condamnation truquée. Et ça n'est pas moi qui le dis, ce sont d'éminents historiens, et c'est la Cour de révision de la Cour de cassation. Bon, donc on a en fait quelque chose d'extraordinaire qui a été révélé ainsi. Ça a été traité par les historiens, par la Cour de cassation, mais moi je pense qu'en France, ou en métropole, devrais-je dire, quel terme employer, le débat n'a pas été assez développé. Et en rentrant chez moi, là, bientôt, je pense qu'il est important d'animer ce débat. L'affaire est méconnue. Hein. C'est un poison, les erreurs judiciaires. On parlait avec d'autres cet après-midi, parce qu'on a travaillé toute l'après-midi, figurez-vous déjà, on parlait de l'affaire Grégory. 1984, c'est un petit enfant qu'on retrouve noyé dans la rivière de la Vologne, dans les Vosges, hein, à l'est de la France. Et on n'a toujours pas identifié son assassin. Et les parents sont en quête toujours. Ce que je veux dire, c'est que l'erreur judiciaire, c'est pas seulement de condamner, d'accuser et de condamner à tort quelqu'un.
c'est aussi de ne pas pouvoir faire la lumière sur un crime, c'est-à-dire que quelqu'un a tué un gosse qui est resté comme ça, libre, impuni. Et c'est quelque chose qui est tout aussi venimeux. Et donc moi je pense que la justice criminelle, c'est une donnée vraiment essentielle d'une société démocratique, et c'est beaucoup trop important pour la laisser dans les mains des politiques. Et quand je dis ça, je ne suis pas anti-politique. Moi, je suis un passionné de politique. Mais je dis d'un côté, il y a la politique, d'un autre côté, il y a les libertés fondamentales, et ça s'appelle le droit. Et ça, c'est Victor Hugo qui le disait. Le droit, c'est plus important que tout. Voilà. Ce que je vous propose, c'est qu'on discute maintenant du contexte dans lequel s'est déroulée l'affaire Pouvana, ce procès truqué, parce que peut-être nous n'avons pas tous le même niveau de connaissance de l'affaire. Il y a beaucoup de jeunes gens, et moi je crois dans la transmission du savoir. Vous savez que la culture commence quand on connaît des choses d'avant sa naissance, et là c'était quand même très très avant votre naissance. Pouvana Oupa, qui est haïtien comme son nom l'indique, est né en 1895, d'accord ? Il fait partie de cette classe de jeunes gens qui a été appelée pendant la guerre de 14. Donc lui, considérant son âge, il a été appelé de mémoire en 17. Et il se retrouve, donc il part avec un bataillon calédonien, je crois il s'appelait, et il se retrouve sur les champs de bataille à la fin de la guerre de 14-18. Donc il n'est pas clair de savoir s'il a été vraiment volontaire ou appelé. Hein, il y a des problèmes de terminologie, parce qu'il pouvait être exempté, il aurait été volontaire ou pas. Bon. Et on ne sait pas non plus exactement quelles opérations militaires il a accomplies. Enfin, je ne le sais pas quant à moi, mais toujours est-il qu'il y est allé. Et puis il en est revenu, heureusement. Les voyages duraient longtemps, il arrive, nous sommes en 19 à peu près, hein, à ce moment-là. Et Pouvana est d'origine modeste, il s'occupe, qu'est-ce qu'il fait comme métier? Il est transporteur, il fait des tas de choses, il fait des petits métiers, hein, bon. Mais il a la flamme politique. Et surtout, ce que l'on comprend, c'est que son voyage en Europe lui a fait voir une autre société, il a pu avoir des permissions en France et il voit une autre société. Et surtout, tous les gens qui sont allés, et ça c'est vrai pour la Polynésie, mais c'est vrai pour l'Algérie, l'Afrique noire, les gens qui sont allés se battre en France à ces époques, et ce sera la même chose pour la Seconde Guerre mondiale, quand ils reviennent, ben, ils ont une soif de reconnaissance et puis de justice sociale. Or, il revient dans une société coloniale où il a de fait un statut inférieur. Et donc, il a une conscience politique. Mais c'est une conscience politique à la différence d'autres indépendantistes, j'allais dire qui n'est pas politique, puisque sa référence, c'est la Bible qu'il connaît par cœur et qu'il récite, et il pense Bible, quoi. Hein, et c'est son cap, son étoile. Mais il a un talent de meneur d'hommes, de discoureur, et il va se développer son activité sociale de cette façon-là. Alors, les choses ne se font pas du jour au lendemain. Je passe tout de suite en 1940, où là, c'est l'effondrement de la Troisième République. Et quand je disais tout à l'heure que nos institutions peuvent régresser, mais subitement, je veux dire, la Troisième République a vécu 70 ans, elle a accompli de très grandes choses, et des bonnes et des moins bonnes. Les bonnes, c'est les grandes lois, ce qu'on appelle les grandes lois de liberté, d'association, de syndicales, sur l'enseignement, sur la justice, etc. Les lois de 1895, on va dire, à 1905. Et puis des moins belles choses, c'est l'œuvre de la colonisation, on pense à Jules Ferry, et jamais aucune action, aucun régime ne sera tout beau ou tout laid, enfin si certains sont tout laids, ça c'est sûr, mais c'est ainsi la Troisième République. Et tout d'un coup, c'est la défaite allemande, et il faut quand même se souvenir que le 10 juillet 1940, nous avons eu un Parlement qui, dans son presque intégralité, a remis les clés au maréchal Pétain. C'est, je veux dire, la destitution du pouvoir que certains appellent de leur vœu aujourd'hui, moi pas. Je crois dans la force du pouvoir parlementaire et je pense que c'est très important. Toujours est-il que quand ça se produit, personne n'est devin. Et face à un tel effondrement, la plupart des gens ont été en état de sidération. On sait qu'en France, il y a eu beaucoup de collaboration et il y a eu des gens rebelles.
ça a été le général de Gaulle, ce type qui était un maurassien de droite, qui était colonel à l'époque, bon, un officier supérieur dont on ne pouvait pas imaginer qu'il se transforme en rebelle de cette façon-là, est allé à Londres et a lancé un appel qui a été entendu ou pas partout dans le monde, et notamment en Afrique, à Brazzaville, au Cameroun, et ici, où il y a eu les comités de Gaulle, si je ne me trompe pas. Et qui participait au comité de Gaulle? Notre Pouvana était là avec d'autres dont les motivations n'étaient pas forcément exactement les mêmes et qui ne vont pas tous s'entendre de cette façon-là. Mais enfin, clairement, voilà un homme qui a une vision, qui a du cran et qui a pris ce parti à ce moment-là. Et ce qui est triste dans l'aventure gaulienne, c'est qu'après cette épopée extraordinaire de la Deuxième Guerre mondiale, les questions de décolonisation ont été traitées d'une manière beaucoup plus politicienne et ont amené à beaucoup d'injustices. Parce que Pouvana va donc développer son action politique, cette fois-ci de façon plus structurée. Et il y aura un parti politique, c'est le RDPT, qui était donc un parti clairement indépendantiste, dont il va devenir le leader. Et il me semble qu'il a eu un personnage assez haut en couleur, où il portait volontiers le casque colonial, où il aura une grosse berline de fonction à un moment donné. Bref, il y a un homme de pouvoir qui aime aussi le pouvoir, hein, j'ai l'impression, et qui va néanmoins garder une ligne, c'est-à-dire que jamais il ne se fera acheter par l'argent, jamais, et il va garder une ligne, sauf des moments de faiblesse où il dira il veut rentrer, il pourrait changer de ligne politique. Non, toujours il restera comme ça, et ça sera la cause de son malheur. C'est le problème. En fait, le contexte va se situer à deux moments, en 58 et 59, lorsque le statut sera soumis à référendum, où il sera pour le non, et le oui va l'emporter, et je considère que De Gaulle sera sans pitié avec ses opposants. Et il y a également à ce moment-là une ambition gaulienne de développer des essais nucléaires en Polynésie, et qu'il faudra bien analyser. Parce qu'en fait, j'ai lu dans votre livre, mais je l'avais aussi lu récemment dans un autre livre de Gray Anderson dont je vous ai parlé hier, que dès 1957, le projet nucléaire était construit. Et De Gaulle l'a totalement assumé, développé, personnalisé, est venu ici et a négocié le détachement de Mururoa pour son affectation aux essais nucléaires. Et là, Pouvana pouvait être, à ses yeux, un ennemi déstabilisateur de son projet. Et il se trouve que, et ça c'est toute l'importance des travaux historiques qui ont été réalisés, historiques dans les deux sens du terme, c'est que on peut dire aujourd'hui qu'il y a une telle concomitance de temps et une telle confluence d'action que le procès de Pouvana tombe à point nommé pour éliminer, écarter de la scène le seul opposant politique qui pouvait entraver l'action du gouvernement pour la gestion de la Polynésie et surtout l'activité nucléaire. Et nous sommes donc dans une situation où le gouvernement avait un intérêt en termes de raison d'État à éliminer son adversaire politique. Et ici, on voit que quelque chose s'est passé donc de très, très grave, c'est-à-dire la manipulation de la justice à cette fin politique. Alors moi, je voudrais dire aussi que à cette époque, et il faut toujours élargir son champ d'observation, le cas Pouvana n'est pas du tout unique. Il n'est pas du tout unique, parce que vous avez cité dans votre livre d'autres opposants, alors en Gambie, je crois, au Niger et à Djibouti, qui ont subi ce sort. Ce que je vois surtout, parce que j'ai travaillé le sujet récemment sur d'autres choses, c'est que 58-59, nous sommes en pleine guerre d'Algérie, 56-62. Et je vous conseille à tous un livre d'un autre historien, qui est une historienne, qui s'appelle Sylvie Thénault, T-H-E-N-A-U,
T, je crois. Pardon? T. Et son livre majeur, ça s'appelle « Une drôle de justice ». Et c'est la justice pendant la guerre d'Algérie en Algérie. Et la justice a été d'une répression extraordinaire, notamment considérant le FLN. L'OAS, ça a été un peu différent. Mais pour le FLN, souvenez-vous bien d'une chose, c'est que de 1957 à 1962, il y a eu 222 militants FLN exécutés par guillotine dans les prisons de France, Fresnes, Lyon et Barberousse à Alger, soit parfois plus d'une dizaine par semaine, avec l'atmosphère qu'il y avait à Alger, mais c'était absolument atroce. Et ces exécutions, le général de Gaulle, qui, au-delà de la critique qu'on lui a portée dans les événements polynésiens, n'est-ce pas, avait une vision politique très intéressante. En 1959, quand il a pris le pouvoir, a signé une grâce collective de tous les condamnés à mort FLN qui étaient dans les prisons françaises. Sauf qu'après, il y a eu d'autres condamnations à mort, etc. On arrive à 222. C'est considérable. C'est absolument considérable. Quant à l'OAS, je n'ai jamais trouvé, Monsieur Regnault, de balance exacte pour savoir, excusez-moi le côté un peu morbide des choses, mais c'est quand même éclairant, combien il y a eu de condamnés à mort OAS et de condamnés à mort exécutés. Par rapport au FLN, à mon avis, c'est juste du simple au décuple. Bon, en revanche, on a vu le général de Gaulle manipuler les juridictions politiques d'une façon, mais alors, avec, je pense que pour lui, dès lors qu'il y a la raison d'État était en jeu, il lui fallait une justice aux ordres. Et on l'a vu avec les hauts tribunaux militaires qui ont jugé les généraux putschistes, où ces salants échappent à la peine de mort. Il supprime ce tribunal militaire pour en créer un autre, pour juger, etc. Enfin, c'est extraordinaire. Et donc, nous avons eu à cette époque une manipulation politique de la justice totalement assumée. Totalement assumée. Et à cet égard, après la guerre d'Algérie, en 1963, ça a été la Cour de sûreté de l'État qui a jugé les affaires dites politiques. Mais comme nous étions sortis d'un climat de guerre sans plus grand enjeu, la Cour de sûreté de l'État, dans les années 60, par exemple, a jugé les indépendantistes antillais du Gong et les a condamnés à des peines de prison avec sursis. C'est dans les mémoires d'Henri Leclerc, il raconte ça très bien. Ça a été une justice très, j'allais dire, pacifiée, civilisée, jusqu'à la suppression de cette juridiction en 1981 par Robert Badinter, à peu près au même moment où il a aboli la peine, où il a fait abolir la peine de mort. Mais donc nous avons, ce que je veux dire, une histoire des juridictions d'exception, qui est une histoire de la justice politique, qui était dans l'ancien temps alors quelque chose de très très classique, et qu'on a vu là, jusque dans ces périodes pas si anciennes, bien que ça fasse 60 ans, être si présente et faire tant de mal. Et donc je pense que c'est important de resituer l'affaire Pouvana-Upa dans ce contexte-là. Ce que j'ai vu, c'est que, donc c'est la 4e fois que je viens ici, alors moi c'est pas compliqué, je vais de l'hôtel au tribunal, du tribunal, bon, je m'arrête au café aussi, à l'Oasis ou ailleurs, mais il y a la stèle de Pouvana, avenue Pouvana. Hier ou avant-hier, je suis passé devant, et il y avait des banderoles de manifestants, le fait nucléaire, Mururoa, etc. Et j'ai l'impression que l'annulation de la condamnation de Pouvana rejoint une contestation actuelle. Alors est-ce que c'est l'annulation qui a provoqué cette reprise de conscience, ou au contraire c'est une confluence, je ne sais pas, il faudra en discuter, à voir, mais on voit bien ici, il y a une harmonie entre cette décision de justice et ce qui se passe ici. Et dans votre livre, Monsieur Regnault, vous le concluez en disant, quand les historiens et les politiques arrivent à considérer qu'effectivement la condamnation de Pouvana était injuste, il fallait vraiment que la justice le dise elle-même. Et ça, vous l'avez écrit en 2016, et ça s'est réalisé 2 ans plus tard. Et c'est en ce sens où votre livre était remarquable pour un historien, puisque vous avez deviné l'avenir. Voilà.